Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline, le développement personnel, mais aussi des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'1 an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne du défi chinois 365 jours pour continuer à suivre notre aventure dans l'apprentissage du chinois ensemble. L'objectif de cette chaîne, c'est de booster à mort ta motivation pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et toi aussi, tu as peut-être envie d'améliorer ton niveau de chinois jusqu'au niveau intermédiaire, et donc pour ça je te donne accès à une formation aux petits oignons, et donc premier lien dans la description pour accéder à cette formation vraiment de qualité. C'est de loin le meilleur contenu que je connaisse pour progresser en chinois de manière drastique, donc surtout ne t'en prive pas. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, parce que j'ai fait mon premier cours de chinois sur la plateforme Italki. Et donc Italki, c'est une plateforme pour apprendre les langues étrangères. Il n'y a pas si longtemps, j'ai postulé pour être professeur de français sur la plateforme, et donc j'ai eu l'idée aussi de prendre des cours de chinois sur cette même plateforme. Puisque j'ai eu le droit à 3 leçons gratuites, j'en ai vraiment profité pour prendre mon tout premier cours de chinois sur la plateforme. Et donc dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ensemble ce qui s'est passé, rebondir sur les petites choses intéressantes, comme on fait d'habitude, voir vraiment si ça vaut le coup ou pas, et si c'est vraiment intéressant de prendre des cours sur Italki, en tout cas pour apprendre de nouvelles langues. Petite dédicace à Tom Gauthier qui m'avait chaudement recommandé cette plateforme. Lui, je crois qu'il avait appris l'indonésien, enfin d'autres langues aussi, il était prof de français sur cette plateforme, donc voilà, il en a beaucoup parlé, et donc c'était assez agréable donc de découvrir cette plateforme depuis peu de temps pour moi. C'était une toute première. Allez, sans plus attendre, passons maintenant à l'analyse de la vidéo. 你叫 Jeremy？ 我叫 Jeremy，你叫 June？ 对，我叫 June。June 你是你是的英国的名字？英文名字？英国的英文的名字。OK， 对，英文名你中文的名字是什么？佳佳。佳佳。对，你更喜佳佳欢你喜欢佳佳或者 June 我2个都喜欢。啊，都可以。对，都可以。对，你学中文多久了？好的问题，我在中国，我住在中国1年，在成都。哦，成都，我很喜欢成都。 Alors je sais ce que vous allez me dire, que je respecte pas forcément la syntaxe, la bonne syntaxe qu'il faut dire normalement en chinois. Parce que là je mets le inyen avant, alors que je suis censé le dire au début. Et j'en suis conscient. Et voilà, mais voilà, depuis la dernière fois que vous m'avez entendu parler sur ma chaîne, j'ai pas forcément reparlé beaucoup en chinois à l'oral, et je sais que j'ai vraiment tort, puisque le plus efficace maintenant, ça va être de faire un maximum d'apprentissage actif. Et donc ma chaîne va plutôt s'orienter sur l'apprentissage actif, parce que j'ai beaucoup parlé du passif jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai un vocabulaire déjà correct à mon actif, je sais les utiliser, ces structures, etc. Et j'ai besoin vraiment de pratiquer pour que ça soit un automatisme, parce que là j'ai besoin de trop réfléchir, parce que j'ai pas assez l'habitude, je n'ai pas travaillé suffisamment mes mécaniques en chinois. Et donc le yin je l'ai passé au mauvais endroit, je l'ai placé à la fin de la phrase, alors que je sais très bien que j'aurais dû le mettre au début. Enfin bon, passons, c'était un détail, mais je sais que ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas que je ne sais pas, c'est surtout que je manque de pratique. 有可能我不知道。你在中国1年，然后回法在国。中国，我没有很多的时间学中文，我一直学中文，在我的房间学中文，你自己学？自己学中文。哦，很厉害。 Donc voilà, là je voulais dire que j'avais étudié moi-même le chinois dans ma chambre, quoi. Je connaissais ce mot-là, zheji, mais voilà, les phonèmes en chinois se ressemblent pas mal. C'est un truc, des fois j'ai du mal. Donc là, je connaissais le mot, mais je le connaissais dans une phrase dans un contexte particulier, et là je l'ai dit dans un autre, dans une phrase qui n'est pas la même. Et donc c'est tout con, parce que si j'avais plus l'habitude de parler, ce genre de mots viendrait instantanément. Mais évidemment, c'est un manque de pratique. C'est vraiment pas que je ne connais pas. Je sais que c'est difficile de dissocier quand vous voyez ce genre de vidéo entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Mais là, en l'occurrence, c'est le manque de pratique et rien d'autre. 我很积极学中文，可是在法国需要很多的，我不知道很多的人，中国人。你的工作有没有中国人？我是法语老师。哦，你是法语老师，所以你教中国人法语还是教？在中国我教中国人法语，可是在法国我有每个很多国家的人。国家在我的学校有每个国家的学生。现在我有很多的 Swiss people， 好意思啊 ，Swiss 瑞士。他们会说德语。瑞士。瑞士。 Switzerland is 瑞典 ，Swiss is 瑞士。瑞士 ，OK。对，你来过中国？你说我去过中国？对，我去过中国。对，去年我去过中国。对。Voilà, donc on a fait la petite présentation et maintenant on est passé au cours à proprement parler. Alors cours.
C'était une leçon d'essai, donc ça va être très court. Le principe de la vidéo, c'est vraiment de voir est-ce que ça m'a plu, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer à apprendre des petits cours comme ça sur Italki. Et donc le début, c'était la conversation basique, un peu comme j'avais fait il y a 2 mois de ça avec Fanny. Puis en même temps, elle me connaissait pas, donc c'était l'occasion voilà, de parler ensemble. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a choisi une leçon d'un manuel, puisqu'on peut le voir dans l'onglet, il y a marqué Chinese A1, A1.7. À côté, on a un onglet qui s'appelle Chinese A1.10. Donc elle m'a fait faire une leçon d'un niveau débutant, quoi. Donc HSK1, HSK2. Elle a choisi un point de grammaire particulier, la différence entre Laigo et Chugo. Elle a bien fait de prendre ça, parce que ça a beau être un point de grammaire assez simple, c'est vrai que j'ai jamais vraiment utilisé... ce que je veux dire, c'est que c'est important de voir ce genre de choses, quand bien même j'ai un niveau supérieur au niveau HSK1. Des petites révisions, ça fait pas mal, puis c'était la première leçon, donc là aussi, elle a pris un truc... sur le coup, on pourrait se dire, ouais, je suis beaucoup plus nul que ce que je pensais, mais en fait, moi, je pense que c'est surtout aussi pour jauger un petit peu, et puis le grammaire qu'elle m'a fait réviser, il est important, et voilà, ça a été assez utile. 你知道什么时候说去过，什么时候说来过吗？ Laigo, oui, Laigo. 来过，你可以问我，你来过法国吗？ Laize, Laigo, 来过。 Young de. 用来过 Have you ever been to France？ 你来过法 OK， 国吗？ OK。告诉我，如果我已经来过法国？你可以问我，你可以 ask me。 OK，你已经来过法国吗？ Alors là, il y a un truc aussi que vous remarquerez, c'est que je fais un peu la traduction littérale. J'ai fait vraiment beaucoup de Enki en un an, c'est ce que j'ai fait le plus en fait, donc je fais beaucoup de traductions littérales. Je passe un peu par l'anglais, c'est-à-dire que je veux dire I have already been, et donc j'utilise Ijing pour already en fait. Je pense que ça, elle a pas capté, parce que du coup, des fois, elle pensait que j'avais dit Ichien et pas Ijing. Alors qu'en fait, j'ai pas du tout besoin d'utiliser Ijing en fait, parce que Tugo, le Go, c'est déjà, j'ai déjà fait blabla. Et je le sais, mais c'est vrai que voilà, comme j'ai pas beaucoup de pratique, enfin, même si ces structures, je la connais, je sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai envie de faire de la traduction littéraire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. 你以前来过法国吗？我没去过法国。没去过法国。你已经去过欧洲吗？我没去过欧没洲。去过欧洲。法国在欧洲，法国在欧洲，在。对呀。就你说你来过欧洲吗？我来过欧洲。You will say to me， 你来过欧洲吗？ I'm not sure to Let me understand. use 来过。 Let me use English to explain a little bit. When 来 is like come, 去 is like go. So when do you use 来 is when you come. For example, 你在对 So if I ask you 你来过中国吗？我在中国。你来过中国吗？ But for you, you will answer 我去过 or 我没去过 because right now you are in France. 你现在在法国。So if you ask me, have you ever come to 法国 You will say 你来过法国吗？你来过欧洲吗？ But for me, I'm not in France, so I will say 我去过 or 我没去过。 Yeah, I thought that Chugo is like I've never been. I think I know how to use Chugo, but Laigo. Ouais, donc la différence entre Laigo et Chugo, effectivement, je la connaissais pas. D'ailleurs, quand je voulais dire, par exemple, retourner, je disais souvent Huilai. J'ai envie de retourner en Chine, par exemple, au Xian Huilai, Zhongguo. C'est pas bon, c'est au Xian Huichu, Zhongguo. Et là, je fais l'inverse, parce qu'en fait, je connaissais Guochu, je connaissais Gochu, mais je connaissais pas Golai, et donc c'est le strict inverse en termes d'erreur. Enfin voilà, c'est une fois qu'on me le dit, ça me paraît vraiment évident, mais sur le coup, j'ai un peu bugué, parce que c'est vrai que en fait, je l'utilisais à mauvais escient et on m'avait jamais vraiment corrigé. D'où l'intérêt d'avoir une prof, ça c'est vraiment utile. C'est le genre d'erreur que j'ai dû faire des fois et des fois quand j'écrivais à l'écrit sur WeChat par exemple ou sur Tandem et on m'a jamais vraiment corrigé. Donc là, j'ai trouvé ça particulièrement utile. 来过 is when you are in that place. Then you will say 来过 when the direction towards to yourself. For example, so if I ask you, have you ever been to France? If I am here right now, I should say Laigo. 对 Okay, I didn't know. Let me ask you, if you're in China now and your mom make a phone call with you and you ask your mom, have you ever been to China? Which one will you say? You're in China now. 去过 Let's suppose you are in China now. 来过 That's right. Okay. Depends Okay. where you are and if you are there and 你来过中国吗? You trying to answer like how your mom will answer? No, I thought you were asking. Another one. For example, 你现在在法国，我在中国。How to ask? Have you ever been
been to America? 你去过美国对，很去好。过美国你去过美国吗？吗？你去过美国吗？对，你去过美国吗？ Because this direction is not towards to you, not towards to you. But if you want to ask me, have you ever been to France? See, the direction is to you, so you will use 你来过法国吗？很好，对，来过你来法国吗？过法国。That's right. Okay, let's say you are in Australia now. 你在澳大利亚。You ask me, have you ever been to Australia? 你来过澳大利亚吗？对，你来过澳大利亚吗？ And right now you are still in Australia, and you ask me, have you ever been to France? 你去过法国吗？对，非常好。So it depends at the moment when you say that. Where are you when you say that? Voilà, donc là c'est intéressant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me... Vraiment, elle veut vérifier que j'ai bien compris la règle. Bon, même si c'est une règle simple, mon cerveau, des fois, il est un peu... je sais pas, je suis pas tout à fait concentré. En fait, en théorie, la règle est hyper simple, encore une fois, mais pas forcément concentré, donc je fais des erreurs. J'utilise Tugo un peu de façon mécanique, parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé durant toutes les fois où j'ai fait l'erreur. J'ai utilisé vachement plus Tugo que Laigo. Donc là, j'ai fait l'erreur pas mal de fois. Et donc là, elle vérifie bien que j'ai compris la règle en me redemandant plusieurs exemples, plusieurs cas, jusqu'à qu'elle se dise vraiment, voilà, là vraiment tu as compris, il y a plus de pièges possibles, vraiment tu sais le dire dans un maximum de situations. Pour vérifier donc j'ai bien compris la règle, elle va me demander ça sur plusieurs pays différents, dans différentes situations, pour voir si j'ai bien compris. C'est pas parce que j'ai réussi une ou deux fois, ça peut être un peu au hasard, donc voilà, bon ça c'est un truc classique, en tant que prof, il faut redemander dans plusieurs situations. Bien vérifier que l'étudiant a compris et peut l'utiliser. Et ça c'est un peu l'avantage aussi des cours privés en face à face, one-to-one, parce que c'est beaucoup plus dur de faire ça en groupe avec d'autres personnes. Parce que du coup, c'est du cas par cas. Dans un groupe, il y a peut-être d'autres étudiants qui ont compris et d'autres qui n'ont pas compris. Et donc, faire du cas par cas, de le dire à une seule personne, peut-être que c'est un peu compliqué quand les autres... on parle. If that's towards to you, then you will say like. But if it's some direction like away from you, then you say 去。好的，明白了，好的，谢谢。不客气。For the answer is the same. For me, 我在中国，我没去过法国，我没去过澳大利亚。你去过韩国吗？我没去过韩国，你去过日本吗？没去过日本，你去过法国吗？我住在法国。对，很好。那你去过欧洲吗？我去过欧洲。你去过欧洲的哪些国家？法国、我去过德国、英国、西班牙。西班牙、意大利这样的其他的国家。你最喜欢欧洲的哪个国家？ Cette question qu'elle me pose, c'est ni zui si Juan. D'ailleurs, le ni zui si Juan, moi je disais toujours ni gan si Juan, je sais pas pourquoi. Et là, ni zui si Juan me paraît beaucoup plus simple. C'est là que je me rends compte que j'utilisais des structures beaucoup trop compliquées. J'essayais de faire des structures avec bi au milieu, structures avec gan, alors que zui si Juan, ça me paraît simple. Et là, elle l'a dit, donc je vais le copier, je vais l'utiliser dans le futur. Donc là, c'était encore une fois intéressant. Vous voyez qu'elle me parle quand même assez peu en anglais. Bon, quand elle a dû m'expliquer, quand vraiment j'étais un peu paumé, elle me l'a dit en anglais. C'est pas que j'étais tellement paumé, c'est que je manquais de concentration parce que je pensais à autre chose en même temps. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, elle parle à mort en chinois. Et donc, ça me fait aussi pratiquer, ça me fait entendre des mots qui sont utiles à utiliser en chinois. Comme par exemple, le zui si Juan, c'est pas sa leçon, mais en tout cas, le fait de l'entendre, je me suis dit, j'ai pris cette résolution de me dire, je vais utiliser zui si Juan plutôt que gang si Juan ou bi, je sais pas quoi. Donc voilà, c'était vraiment assez utile aussi avec ça. 我最喜欢德国，还有荷兰。荷兰、荷兰。荷兰、兰。荷兰。En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des conversations que j'avais déjà eues avec Fanny il y a 2 mois. Et à ce moment-là, Fanny m'avait posé les mêmes questions, donc j'ai rebondi, j'ai utilisé les mêmes éléments de réponse, comme ça m'a pas fait hésiter beaucoup trop, j'ai repris ces choses-là, ça m'a fait réviser. Et en même temps, le mot Hollande, je l'avais déjà dit avec Fanny, rappelez-vous, il y a 2 mois dans la vidéo. Mais Fanny, on était là pour parler, elle m'a pas dit comment on disait Hollande. Et vraiment, Fanny, le but c'était qu'on parle. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que du coup, je ne savais toujours pas dire le pays Hollande. Mais là, du coup, je l'ai répété, elle m'a donné le mot, elle l'a vraiment écrit, etc. La valeur ajoutée en plus d'un prof par rapport à juste parler avec un tuteur par exemple, c'est que du coup, elle va m'écrire les mots, elle a l'habitude, on voit, elle sait utiliser vraiment bien Zoom, elle a son petit document, elle l'écrit, ça va vite. Et moi, ça me permet vraiment d'enregistrer. Voilà, là, j'ai vraiment aucune excuse donc pour ne pas retenir ce mot, donc ce pays Hollande. 为什么你最喜欢德国？因为我会说德语。啊，你会说德语。我已经住
我已经1年住在德国，对德语，这是一个很漂亮的国家。你在德国学了1年德语，对吗？对呀。为什么你喜欢荷兰？我觉得荷兰人是很有意思的人，这里的地方我们可以做轻视，我觉得就是很有用，对，很有用的东西。 Voilà, donc là, le mot yoyang, je le connaissais, je l'avais vu dans Eki il y a vraiment un bail, ça faisait longtemps. Et donc là, c'est intéressant de vouloir réutiliser ce mot. Moi, ça m'embête un peu, je n'aime pas passer par l'anglais. Là, je dis yang, mais ça va pas l'aider à trouver l'adjectif que je cherchais, yoyang. Et donc, je suis obligé de dire useful. Mais bon, des fois, vous n'avez pas le choix, surtout à mon niveau qui est pas encore ouf. Enfin, c'est pas très grave, en tout cas, j'ai pensé yoyang, mais ça me paraît vraiment évident parce que je connaissais ce mot. Et je crois que ça fait un an que je l'ai pas révisé dans Eki. Enfin, c'était un mot que je connaissais assez bien de base. Mais je crois que je confondais aussi ce mot avec le mot piscine. Yoyong, oui, c'est bien ce qui me semblait. Yoyong, ça peut être aussi la piscine. Yoyong, c'est une histoire de ton. C'est peut-être pour ça que j'ai hésité avec l'adjectif. Quand il y a des homonymes comme ça m'embrouille un peu. Donc voilà, mais à part ça, c'était intéressant encore une fois. 你最喜欢哪个国家的食物？吃的东西。 Ça, c'était intéressant. Encore une fois, elle m'a appris un mot, chiwu. Effectivement, je l'avais déjà vu écrit en plus ce mot, mais je l'ai jamais entendu à l'oral. Et moi, je disais de tsai, voilà, c'est des mots ici Juan Chemeyang de tsai ou un truc comme ça. Maintenant, je connais le mot chiwu que je ne connaissais pas d'ailleurs avant. Rien que le fait qu'elle me parle en chinois et pas en anglais, c'est déjà très bon pour moi pour enregistrer ces mots, hein, comme Zoe Juan, des petites structures, des petits mots comme ça. Dans le futur, je vais m'en resservir et donc c'est très bon, ça enrichit mon vocabulaire sans même qu'elle ait à noter quoi que ce soit, sans même qu'elle ait à m'apprendre quoi que ce soit. Et c'est ça donc la force de parler un maximum de la langue cible. Évidemment, si j'avais niveau HSK 0, voire un petit HSK 1, ça serait très compliqué de me parler entièrement en chinois. Quoique vous voyez qu'elle parle quand même relativement lentement avec au moment des gestes et donc des mots que j'arriverai facilement à comprendre quoi qu'il arrive. 吃的东西，对中国，中国为什么？我非常喜欢辣的。 Ouais, donc là, elle me demande quel genre de plat j'adore, et donc je réponds les plats chinois. J'ai pas dit ça pour faire le lèche-bot, hein. C'est juste que voilà, c'est là où j'avais le plus de choses à dire, parce que je sais dire que j'aime les plats épicés, je sais citer des noms de plats en chinois. Même si on m'avait demandé en français, je ne saurais pas forcément citer des plats français, même si j'adore les plats français aussi. J'adore les plats japonais, j'adore les plats thaïlandais, mais encore une fois, c'est difficile parce que j'ai pas forcément le vocabulaire. Ah, elle me demande t'aimes quel genre de bouffe? Bah, forcément, je vous dis la bouffe chinoise. Je vais pas dire que c'est de là vraiment la numéro 1, enfin voilà quoi. C'est une de mes préférées, certes. C'était dans le but vraiment de dire un maximum de choses et d'avoir le vocabulaire, de pas être paumé. Après, dans de futures conversations, je n'hésiterai pas à dire, par exemple, je préfère la bouffe française ou la bouffe thaïlandaise, etc. Ou japonaise même. Mais là, voilà, c'était vraiment pour l'exercice, c'était pour montrer que je sais dire des choses. J'ai dit la bouffe chinoise. 在四川有很多辣的菜，我每天吃了火锅、冒每菜，天都吃火锅。我吃火锅、冒菜这样的菜非常好吃。哦，你喜欢吃辣的？ Ah donc là c'est intéressant parce que du coup elle me corrige en plus. Quelque chose que je faisais pas forcément avec Fanny avant, c'est que quand je disais, quand je parlais, je faisais plein d'erreurs, mais le but c'était de parler, il n'y avait pas vraiment de but, voilà. C'était le but de pratiquer, de parler quoi. Et là vous voyez, à chaque fois que je fais une erreur, elle me corrige et ça c'est vraiment très important à mon niveau. J'avais fait une vidéo au début de ma chaîne, je sais pas si vous vous rappelez, où je disais que c'était très important dans les niveaux débutants de se faire corriger un maximum. Et c'est ce qu'elle fait parce que là j'oublie le do. Je sais que c'est un adverbe do qui est très très important, mais j'ai pas encore le... Vous voyez, dans les autres langues, on n'utilise pas ce do là. On n'a pas besoin de ça en fait pour que la phrase elle soit très très bonne, qu'elle sente très chinoise. C'est comme quand on disait run, c'est un peu comme disait Alex, une boîte, faut placer quoi qu'il arrive, même si il n'y a pas vraiment de sens, ça rajoute pas vraiment quelque chose. C'est important quand même de le mettre ce do. Je sais que j'avais eu il y a longtemps une tutrice de chinois en Chine qui m'avait dit qu'il fallait mettre do à chaque fois et je l'oubliais. Et donc là elle est encore là pour me rappeler qu'il faut mettre ce do. Et donc le fait de re-regarder cette vidéo, de l'analyse ensemble, ça me dit encore que faut pas que j'oublie ces petits adverbes importants en chinois. Le do en tout cas est très important. 在法国很多人喜欢吃辣的东西吗？我不知道，我觉得，我来中国的时候，我以前有2个室友，法国的室友，他们讨厌辣的，讨厌辣的。他们是法国人，可是他们讨厌辣的。我是万一的人，其他的人不可以是每天吃辣的，这是很建议啊。所以你每天吃辣的，但是两个室友他们不喜欢，很讨厌。他们不喜欢辣的，这是很建议这样的菜。他们很什么？吃辣的是一个坚硬的东西，坚硬 hard。坚硬。Oh, that's directly translate. 坚硬 means like the stone is hard, that kind of hard. But in Chinese, like hard, like
you can say like 很难接受 hard to 很难 accept， 很难，对，因为我很难接受。因为我听了中文的音乐有这样的东西，我知道了，这是 hard 难的一样的。Voilà, donc là j'ai utilisé le mot jiayin pour dire hard, pour dire difficile. Évidemment, je connaissais le mot nan, je le connaissais et je l'ai beaucoup plus utilisé que jiayin. Mais donc là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant qui se passe. C'est qu'en fait, le mot jiayin, je l'ai entendu dans une chanson que je révise tous les jours. D'ailleurs, en parlant de chansons, je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, de l'utilité d'écouter des chansons pour la compréhension orale. Alors là, je fais une erreur, c'est qu'en fait, le mot jiayin, je l'ai vu dans un contexte où je ne suis pas tout à fait sûr de la signification de jiayin. J'ai vu que ça voulait dire difficile, mais je pensais au départ que jiayin, ça avait le sens de tough, enfin rude en anglais. Et là, elle me dit que non, en fait, c'est comme si une pierre était dure. Dure au sens physique du terme, mais pas dur au sens imagé, que c'est difficile, pas à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai fait une erreur en disant jiayin, parce que en fait, nan, je le connaissais, et d'ailleurs, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, donc peut-être que je l'ai passé à la trappe, et jiayin était beaucoup plus dans la pile de la mémoire, on va dire que jiayin était au top, alors que c'est pas le bon mot. Mais je regrette pas du tout d'avoir dit jiayin plutôt que nan, parce que du coup, j'ai vraiment compris sa signification, dans quel contexte il faut l'utiliser. Et puis, au début, dans une langue, je pense que c'est très intéressant aussi de faire, de prendre des risques. En particulier, quand vous connaissez d'autres mots comme ça, prendre des risques, et c'est pas grave si vous avez faux. Vous voyez, quand je parle, je dis toujours un peu les mêmes mots, renduo de blablabla, toujours la même structure, et je disais un peu toujours les mêmes noms, les mêmes adjectifs, hein. Et donc, quand j'utilise un mot, hein, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire vraiment, ou je suis même pas sûr de sa prononciation, non seulement je vais me faire corriger et sur la prononciation et sur l'utilisation du mot, mais en plus je vais le retenir pour les fois prochaines, pour pas faire l'erreur. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo que j'avais fait avec Fanny, j'avais utilisé le mot chang-in, c'était chang-in et pas chang-in, la voix. Et donc j'avais mal utilisé ce mot-là, je l'avais cherché dans Pléco, et donc je l'avais mal utilisé au moment de l'utiliser, c'est la première fois que je l'utilisais. Et donc j'étais content d'avoir fait cette erreur, parce qu'une fois qu'elle me l'a dit, du coup j'ai enregistré, et puis en plus la vidéo est filmée, donc ça permet de le revoir, et de plus faire l'erreur dans le futur. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, faites des erreurs au début, prenez des risques. Ça veut pas dire qu'il faut choisir absolument les structures les plus compliquées, pas essayer de faire simple, c'est pas du tout ça. Il vaut mieux rester simple, mais en tout cas quand vous avez deux mots qui sont apparemment synonymes, là je pensais que c'était des synonymes, en fait c'était pas le cas, c'était pas des synonymes. Et du coup j'ai fait l'erreur, mais ça va me permettre vraiment de enregistrer dans ma mémoire à long terme que jiayin, ce n'est pas la bonne utilisation du mot. Il fallait dire plutôt nan. Enfin, je me répète pas mal, mais voilà, c'était vraiment pour mettre l'accent sur cette utilité de prendre des risques quand on parle en chinois. Voilà, c'était une vidéo assez courte, il n'y avait pas grand chose à analyser, vous l'avez vu, mais bon, c'était pour montrer un petit peu, mettre un premier avis sur les cours de chinois sur Italki. Alors au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça plutôt bon. Évidemment, la leçon était très courte, c'était vraiment une leçon de 30 minutes, il s'est passé d'autres trucs derrière, il y a quelques petits mots que je connaissais pas, qu'elle m'a écrit, elle m'a demandé de réviser le vocabulaire. Je pense que je reprendrai des cours avec elle, en tout cas j'essaierai surtout de faire de la pratique orale le plus possible, ça va être vraiment super important, parce que sinon j'arriverai vraiment pas à faire ce challenge de chinois en 365 jours, et j'arriverai pas à vraiment à devenir bilingue en un an si je pratique pas mon chinois. J'aurais beau faire énormément de pratiques passives, donc écouter des musiques, regarder des films, lire des livres, etc. Si je pratique pas, ça ne rentrera pas tout seul, étant donné qu'en plus je ne suis plus en Chine et en France, je vais devoir vraiment avoir de la discipline, et donc essayer de prendre vraiment plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours, pratiquer mon chinois, c'est super important. Ça aura vraiment, à mon niveau, en plus ça a encore plus de valeur vraiment que faire n'importe quoi. Et c'est déjà pas mal que j'ai une bonne compréhension orale, c'est déjà un très bon début, c'est assez important dans une langue aussi, mais il va vraiment falloir que je pratique un maximum. Donc voilà, je vais refaire des cours, on va essayer d'un petit peu d'explorer encore plus de choses avec cette prof que j'ai bien appréciée, et j'espère que la vidéo vous a plu, et que vous aura motivé, vraiment moi j'ai trouvé ça très intéressant. Pour continuer à suivre ce défi, donc abonnez-vous à la chaîne du défi chinois 365 jours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le défi chinois 365 jours. C'était Jérémy, ciao bye bye.